Je range mon bureau il y a un bon moment maintenant et il y a donc beaucoup de livres, surtout des livres en français et surtout des livres récents. Je ne sais pas de quoi je vais avoir le temps de parler. Je sais que la dernière fois j'avais déjà repoussé à la fois suivante la présentation, comme d'ailleurs en novembre dans Interpares, de plusieurs livres de la collection Lettres ouvertes aux éditions du Réal Gare. Peut-être que ça sera encore pour la fois suivante ou pour une vidéo spécifique. Je ne sais pas très bien comment m'en dépatouiller. Peu importe. Premier livre, il m'a été offert à Noël par ma sœur, Des secrets dans la neige, Bruegel, Des secrets dans la neige d'Éric Poindron aux éditions Inuenit. Alors c'est un livre très très bizarre, très polyphonique, très polygenré, avec énormément de dessins, de polices différentes, d'encarts, un peu comme si on était dans un journal en fait. Donc il y a des polices, des cadrages, des images un peu différentes. C'est un livre assez étrange qui part, j'allais dire évidemment, mais enfin non, ça n'est pas du tout évident, de peinture d'un tableau de Bruegel, Les chasseurs dans la neige, et qui essaie en fait à partir de ce tableau d'imaginer, mais de fantasmer, un peu d'halluciner une histoire entre un père et son fils. Et donc il y a comme ça des éclats, des morceaux d'almanach, ou d'almanach, je ne sais plus très bien comment on est censé dire, moi j'ai toujours dit almanach, donc je vais continuer à dire almanach, même si c'est faux. Des registres, les registres du père, les narrations ou les récits du fils. Il y a Piotr le novice et Piotr le vénérable, donc tout ça est totalement décalqué aussi évidemment de toute une ligne biographique autour de Bruegel, autour de la famille de Bruegel. Et ça part vraiment dans tous les sens. Et moi, j'ai été un peu dérouté. J'ai pas vraiment réussi à rentrer dans ce livre. J'étais très content de le lire. J'ai pas été plus séduit que ça. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu exercice de style ou un peu pastiche comme ça. De la page 78 dans la chronique des froidures et des temps dérisoires. Ça éclaire un peu et ça fume beaucoup dans la large cheminée. Ce soir, tout le monde est venu avec sa chaise ou son tabouret. Il y a les chasseurs, les enfants, les femmes jeunes et les autres. Et il y a même le berger. Ce soir, le juge est en forme et c'est lui qui va raconter les histoires. Les enfants ont peur du grand bonhomme en noir, car il raconte bien les histoires et on connaît les brouettes. Il raconte en modulant sa voix et en y mettant le juste ton. Ensuite, les enfants ont peur d'aller se coucher, même si la peur, c'est bon quand c'est bien raconté. Si, le juge a vu le diable, il crache le feu pour qu'on le croie. Il a vu le diable comme il nous voit. Une fois que le feu brûle moins fort, le juge se met à raconter l'histoire du diable. Il était grand comme ça, avec des yeux énormes, des cornes toutes fines, une grande main droite et des toutes petites jambes velues. Le juge l'a reconnu de suite. Il a beau être malin, le diable, le juge l'a reconnu. Il est malin aussi, le juge. Le diable lui a dit qu'il revenait du bout du monde et qu'il cherchait une auberge pour la nuit. Il avait de grosses sommes d'argent sur lui et avec tout ce que l'on raconte sur les auberges de campagne, le diable n'était pas tranquille. Un aubergiste filou ou assassin, ça s'est déjà vu. Alors le diable a demandé au juge s'il pouvait échanger avec lui quelques pièces moins voyantes afin de ne pas provoquer l'aubergiste. Méfiant, le juge a regardé le diable. Bien sûr que non, le juge n'avait pas d'argent. Quand on va au bois et à la chasse, on emporte du pain et du courage, mais pas de pièces. Et du pain, il t'en reste, a demandé le diable. Le juge a fouillé dans sa besace et a tendu un quignon orphelin au diable. Puis il a dit « Toi, tu es bien le seul qui peut revenir du bout du monde. » Le gars cornu s'est mis à rire plus fort que les chouettes. Alors le juge a dit « Après tout, ça ne me regarde pas. Qui que tu sois, prends mon pain. » « Tu n'as donc pas peur, a dit le diable. « De quoi aurais-je peur? J'aime mes enfants, je fais le bien, je rends la justice et je te donne du pain. » Le diable a dit « Tu sais pourtant très bien que je suis injuste. »« Pas plus qu'un roi ou un gredin, a dit le juge. Songe bien à cela si tu es le diable véritable. Tu ne veux pas que l'on te prenne pour un vilain roi ou le diable des gredins. » Dehors, les chouettes se sont tues et le vent a arrêté de tousser. Le diable s'est arrêté, s'est gratté les cornes et a tendu sa longue main jusqu'à l'épaule du juge. « Soit, tu m'as convaincu. Pour une fois et pour cette fois, je ne vais pas t'effrayer et toi qui es juste, pour une fois, tu ne seras pas injuste. Tu vas raconter que nous avons bavardé ensemble, comme deux amis, et tu n'oublieras aucun détail, et tu auras même une preuve. Une preuve, une preuve. Il est aisé d'affirmer, a dit le juge. Les histoires, ça n'a pas de preuve. Tu auras une preuve, a dit le diable en s'énervant et en glissant quelque chose dans la main du juge avec fermeté. Juge qui m'énerve et pour peu me ferait sortir de mes sabots. À cause de toi, je n'ai plus faim. Reprends ton pain pour la route et moi je passe mon chemin. Et puis le diable est parti, mais sans disparaître, en marchant, comme les enfants courent. L'assemblée faisait silence. On aurait pu entendre le diable ricaner d'un ricanement de diable et même, en tendant l'oreille, rire à demi.
Arrivé chez lui à la nuit profonde, toute la famille, enfin les anciens, attendait le juge, la soupe fumait. Quand le juge s'est assis, on a entendu un son comme une clochette fine qui s'agitait sous la table. La femme du juge s'est penchée pour ramasser l'étrange preuve toute tiède, comme si elle était tombée de la soupe ou du pain. « Comment ça? Vous ne me croyez pas ?» a dit le juge aux enfants à la veillée. Le juge a sorti de sa poche la preuve sous le regard effrayé de l'assemblée. Une grosse pièce brillante et toute chaude, à l'effigie du diable, en train de ricaner. Des secrets dans la neige, Éric Poindron, édition Inouénite, j'ai pas donné la date, 2020, voilà, c'est tout récent, ça vient de sortir. Ça vient de sortir aussi, et je crois même que c'est un dépôt légal de 2021 au Nouvel Attila, La folie de ma mère d'Isabelle Flatten. Si on enlève le rabat, la jaquette, je ne sais même pas comment ça s'appelle parce que je suis nul en bibliophilie, voilà comment ça se présente. Comme souvent au Nouvel Attila, du texte à 180 degrés, à 90 degrés. Oh là là, j'ai que des bêtises moi ce matin. La folie de ma mère d'Isabelle Flatten. Si vous lisez ce livre, je vous recommande ce livre, j'ai beaucoup aimé ce livre, ne lisez surtout pas la 4e de couverture du rabat, parce que ça réduit totalement la perspective, ça réduit en fait le livre à sa 3e partie. Je ne vous en dis pas tellement plus, La folie de ma mère, c'est un roman dans lequel une narratrice, dont on peut penser qu'effectivement elle emprunte beaucoup de traits ou beaucoup d'expérience à l'autrice elle-même, Isabelle Flatten, une narratrice se replonge dans son enfance et surtout dans son adolescence et sa jeunesse avant d'essayer de voir à quel moment ça a basculé pour sa mère et dans les relations avec sa mère et avant aussi de se mettre à la recherche de son père. Donc c'est une histoire un petit peu sur le trauma d'une enfance difficile, d'une enfance dans la violence, d'une enfance dans l'hystérie, si voilà, j'emploie très vite et très rapidement un terme médical sexiste de surcroît, et donc voilà, un petit peu galvaudé ou dont on abuse parfois à tort. Mais il s'agit d'un texte qui travaille justement tout ce motif du trauma d'enfance, du trauma d'adolescence, de la construction de l'identité dans les années 70, dans un contexte post-68 art. C'est d'ailleurs assez troublant parce que c'est un texte qui pourrait être tout à fait utilisé par les anti-68 pour montrer à quel point, effectivement, ce qu'on voit bien, c'est que 68, c'était le délire, la liberté, le n'importe quoi, sans code, sans barrière. Or, le roman n'est pas du tout sur ça. Il est sur un itinéraire très particulier, d'une figure très particulière, qui est la mère de cette narratrice. Comme je ne veux pas vous raconter l'histoire, parce que je ne veux pas vous spoiler une partie de l'itinéraire narratif, justement, comme je ne veux pas faire ce que fait la 4e de Rabat, avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, je pense qu'elle oriente vraiment pas du tout comme il faut la lecture du texte, ça c'est mon avis et je le partage, je vais simplement vous lire 2 extraits. Page 18, et il est vrai que le texte rappelle une sorte de croisement entre enfance de Nathalie Sarraute et puis des textes aussi sur le trauma, on pense à Charles Julier, hein, mais voilà, il y a cette espèce d'alternance des voix, le tu et le je, et en fait la folie de ma mère, c'est une lettre à la mère, c'est une lettre pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tu te raccommodes bientôt avec ta belle-mère, serre les dents et t'attelle à bien faire. Soudain, tu te vois repousser les ailes et envisages de t'attaquer au permis de conduire. Un jour, victoire, c'est dans la poche à l'issue d'une 7e tentative. Mais ni la conduite, ni la mécanique ne vont de soi. C'est souvent le voisin qui en hiver lance un moteur rétif au démarrage en tournant la manivelle d'une 2 chevaux dont le caractère t'échappe. Les démarrages en côte sont à hantise, une manœuvre impossible à effectuer. À chaque montée, il faut prier pour que le feu en haut de la pente reste ouvert. Si ce n'est pas le cas, tu tires sur le frein à main de toute ta poigne, fais rugir l'accélérateur à fond, tout en desserrant doucement le frein, mais ça ne fonctionne pas. À tous les coups, le moteur cale. Alors tu sors de la voiture, lances des signaux de détresse au conducteur suivant et l'homme, car, petit miracle de l'existence, il s'agit toujours d'un homme, face à un tel désarroi, sur un si joli visage, il n'y a pas de mal à raconter une petite fable, le vaillant chevalier, empressé de te secourir, prend le volant et te sort d'affaire quelques mètres plus loin. Sur le siège arrière, je me planque. Tu es prête pour l'aventure, c'est ça l'important. Là c'est le tout début, page 18, chapitre 1, première partie. Un extrait de la fin de la 2e partie. Dès lors, c'est la chute.
La maison suinte à la frayeur. Une frayeur proche de la terreur. Tu vas telle une ombre, rase les murs. Te recroqueville dans un coin, bras ballants et lippe dégringolée. Je tressaille au moindre bruit, me relève la nuit, pour vérifier qu'un mégot ne se consume pas dans la cuisine ou que tu ne t'es pas enfermé à double tour dans la salle de bain. Partout sans cesse, je veille sur ce spectre au trou noir à la place des yeux, à la démarche vacillante et à la parole impossible. J'accompagne le moindre de tes pas pour ne pas te perdre pour de bon, mais tu n'es plus qu'absence, englouti dans une mare de solitude. Le temps s'éternise, tout est pétrifié. Plus un souffle nulle part, seul le vide et des artifices pour le déguiser, faire miroiter une lueur. Je te nourris, te porte, te supporte, te laisse tout le temps qu'il te faudra pour te remettre d'aplomb, te réassure, jour après jour. Tu murmures que tu ne t'en sortiras jamais. Je saute sur la plainte pour t'encourager à consulter. Tu pleures ton découragement, tout te semble vain. Tu n'espères plus qu'une fin rapide, un arrêt cardiaque. Un lundi, il y a un mot sur la table, tu as pris le train pour rentrer chez toi. Donc 2 passages adressés à la figure de la mère par la narratrice peut-être auto-fictionnelle, autobiographique, peu importe, on n'a pas besoin de savoir ce qui est auto-fictionnel, auto-bio, machin, réel, etc. C'est un très beau et très poignant récit sur la manière dont on revisite le trauma et dont on ne se débarrasse jamais du trauma d'enfance, de jeunesse et de la difficile relation à la filiation. Et donc c'est un texte sur la manière dont la filiation s'épouse, s'abandonne, et comment évidemment aussi l'écriture permet de reconstruire une autre filiation et de reconstruire un autre rapport à la filiation. Isabelle Flaten, La folie de ma mère, c'est au Nouvel Attila et ça vient de sortir. Si votre libraire ne l'a pas, eh bien dites-lui de l'avoir. Autre nouveauté, je l'ai acheté parce que j'ai les Pléiades de Julien Gracq. D'ailleurs, je me fais la réflexion qu'entre autres dysfonctionnements ce matin, décidément, plus que jamais l'improvisation, c'est n'importe quoi. Dans ces vidéos, j'ai déjà dit plein de bêtises. Enfin, j'en ai dit 2, je crois au moins, que j'ai remarqué, que j'ai fait remarquer, donc ça allait. Et j'ai oublié du coup de commencer par le traditionnel extrait de Pléiades, mais enfin, on manque de temps de toute façon, et ça va être trop long de toute façon. Donc oui, j'ai les Pléiades de Julien Gracq, qui est un écrivain avec lequel j'ai des réserves, et je vais en avoir encore plus après ce livre-là, je pense, qui est un écrivain dont j'admire énormément certains textes, certains récits. Un balcon en forêt, un beau ténébreux, c'est vraiment des textes magnifiques, absolument essentiels. Au château d'Argol, les premiers sont vraiment très beaux. Ensuite, il y a les essais, il y a les pages d'observation, de chroniques qui sont très belles aussi. Enfin, il y a des très belles choses dedans. J'ai plus de réserve avec l'œuvre un peu plus tardive, avec même avec les lettrines en fait, et les poèmes en prose, Liberté grande, je suis jamais vraiment rentré dedans. Bon. Et donc là, c'est un texte inédit, comme il y a d'ailleurs quelques années, j'avais été tout à fait époustouflé, en fait j'avais beaucoup aimé Les Terres du Couchant, qui est un texte posthume, qui est paru il y a 6 ou 7 ans je crois, chez Corti aussi, tout est chez Corti. Et là, donc, ce sont des extraits de ces cahiers. Alors, première énorme erreur éditoriale dans ce livre-là, d'après moi, les fragments ne sont pas datés. Et donc, ça veut dire qu'il y a parfois des remarques politiques dont on devine qu'elles doivent dater d'il y a 40 ou 45 ans et qui sont parfois des sortes de vaticinations, des sortes de projections sur le futur et qui sont en fait totalement fausses ou totalement biaisées. Et donc, c'est un petit peu gênant. Or, en fait, je pense que le livre est très hétérogène et qu'il y a des pages qui ont 40 ans et des pages qui datent de peu d'années avant la mort de Gracq. Donc, tout ça est un peu embarrassant. L'autre point embarrassant, c'est qu'en fait, il s'y dessine un Julien Gracq. Je ne suis pas sûr qu'il aurait absolument tenu à publier toutes ces pages-là. Peut-être qu'il aurait eu ce recul que ici l'éditrice n'a pas eu. La spécialiste, l'exécutrice testamentaire, oui, Bernilde Bois ou Boy, je sais jamais comment il faut dire. Et le problème, c'est qu'il y a un côté vieux réac et vieux réac qui en fait se trompe sur un très grand nombre de sujets en termes techniques, en termes de technologie, en termes de productivisme. Voilà, c'est vraiment un homme de son époque avec tout ce que ça représente aussi de faux et de faussés. C'est aussi une génération, un siècle qui s'est beaucoup trompé. Et voilà, il n'y a pas du tout ce recul-là. Au contraire, il y a une espèce de position comme ça, de surplomb, de certitude, d'avoir raison, d'être une grande voix, d'être un grand intellectuel.
Gracq est un grand écrivain, je ne suis pas tellement sûr que c'était un grand intellectuel ou un grand penseur. En tout cas, on ne sort pas de ces pages, moi je ne suis pas sorti de ces pages en étant convaincu, ou plus convaincu qu'avant, que c'était un grand penseur. Il faudrait, alors je me suis noté les pages qui m'ont agacé, donc c'est peut-être pas une très bonne idée. Allez, je vais lire une page qui est une page sur l'écriture et la littérature, et là il dit des choses tout à fait sensées. Quel malheur que je ne sois pas un étranger qui voit cela pour la première fois. C'est le mot de Saint-Flin faisant visiter à Starel sa propriété de famille dans l'appel aux soldats de Barès. Combien plus vrai le même mot appliqué à l'écrivain condamné à ne jamais lire ses propres livres. Infirmité d'ailleurs plus particulièrement propre aux romanciers, car le critique ou l'essayiste d'une part, le poète de l'autre, peuvent, je le crois, parvenir à considérer ce qu'ils ont écrit d'un œil non saturé. Le premier, parce que le brio dans le maniement des idées n'a que peu à voir avec la terre inconnue d'une fiction où on s'avance pour la première fois. Le second, parce que les charmes liés au seul rythme et au pur langage peuvent renaître neufs, même pour l'auteur, d'une abstinence prolongée. Mais si une parcelle au moins de ce qui fait qu'on dévore un roman les yeux cuisants, la gorge sèche, et qu'on se relève de sa lecture changée, se trouve déposée dans son livre, condamné qu'il est à n'en être instruit que par les autres, et si indirectement, si infidèlement, le romancier, lui, ne l'éprouvera jamais. Et je trouve cette page effectivement très juste et évidemment magnifiquement formulée. Donc il vaut mieux retenir cela de ce volume de Gracq, Nœud de vie. Et nœud de vie, c'est une formule qui est vraiment dans les inédits ici publiés de Gracq. Ça n'est pas un jeu de mots ou un calembour sexuel un petit peu malencontreux ajouté par l'éditeur. Ça vient vraiment de Gracq et je ne sais pas s'il a fait exprès de faire un calembour sexuel ou pas, ou un double calembour sexuel. Mais voilà où on en est. Ça sera le seul livre en anglais, je crois, de la pile. Il m'a beaucoup accompagné tout ce mois de janvier. Cadeau de Noël aussi. Le volume de poèmes le plus célèbre du poète australien Bruce Beaver, Letters to Life Poets, c'est un recueil de 1969, j'allais dire 35, mais c'est 34, voilà. 34 poèmes qui sont comme des sortes de lettres, mais des lettres un peu élégiaques, dans ce que l'on appelle habituellement la poésie confessionnelle, c'est-à-dire une poésie qui est un peu lyrique, mais qui n'est pas hyperbolique dans son lyrisme, qui est une poésie un peu du quotidien, d'un sujet autobiographe et lyrique, mais qui essaie toujours de se situer, qui a toujours une espèce de petite distance ironique aussi. Et donc, Bruce Beaver faisait ça remarquablement. Ça n'est pas en vers libres internationaux, en quelque sorte, ça n'est pas du tout il n'en profite pas, en quelque sorte, Bruce Beaver, ou il n'en profitait pas pour se contenter d'une métrique un peu relâchée, un peu par défaut, parce qu'il y a vraiment des effets de rimes, de sonorités, et même également de rythme. Il y a des vers. Il y a certains poèmes qui sont dans des vers assez longs, dans des hexamètres ou des heptamètres, et puis il y a des poèmes plus courts, et j'aimerais vous lire un des poèmes peut-être les plus simples, mais en même temps les plus émouvants, c'est la 8e de ces lettres à des poètes vivants. Et le live est évidemment ambigu en anglais. The first spring day of the year is always a little earlier than the season itself. As though this time of year sent one of several sempiternal days, a master's sample from a sovereign batch. This morning, it's late in August, I stood in the yard to catch, on my back and neck the early sun, the sky ultimate blue. I saw by my feet a busyness of ants that not a thing could halt, short of annihilation, then smelt beyond the omnipresent salt, the foliage and the blossom. As if an angel beak had broken through that vast cerulean shell and was airing fragrant feathers, I could tell what the urgency was all about. I could sense the barely emergent schema of it all. Two bees, out of somewhere unapparent, had appeared and were riffling freesias, so hungry they were in and out, the same flowers, twice or more. I thought it was still winter for them. I'd imagined them shut up still in a honeyed sleep. Maybe they're awake all year. I know so little of such things beyond their sweet teeth and bitter stings. I can barely name 6 kinds of bird and 7 kinds of flower. Some poet. I concentrate on humans and the absurd. The spring may not barely begin to make us kinder to nature or to ourselves. What it does do
is wind up the dancers, turn on the dance, and invite us all in. C'est vraiment un très beau poème sur le passage des saisons. Donc c'est une révisitation de ce thème multiplié par des centaines de milliers, bien sûr, dans l'histoire de la poésie, avec un angle extrêmement personnel, extrêmement intéressant, puis beaucoup d'ironie sur l'incapacité à parler de la nature, à connaître la nature, la relation qu'il y a entre la confession, la perception et la connaissance. En fait, tout ça est vraiment très beau, avec en plus un point de vue un peu australien. Vous remarquez quand même, j'espère que ceux d'entre vous qui écoutaient, qui entendaient l'anglais, qui comprenaient l'anglais, vous avez entendu en fait les prémices du printemps sont à la fin août, où on s'étonne de voir une abeille. Évidemment, fin août, en Australie, c'est l'hiver. Enfin, si vous êtes dans le sud de l'Australie, dans le nord de l'Australie, et du côté de Darwin, je crois qu'il n'y a pas vraiment de saison, il fait 30 à l'ombre toute l'année. Enfin, je n'y suis jamais allé, je suis allé que dans le sud-est. Peu importe. Bruce Beaver, Letters to Life Poets, est vraiment un beau recueil. Un livre de Frédéric Germano aux éditions du Ré Algar. Et c'est un livre très riche en fait, là encore un petit peu, alors dans un tout autre style que le livre d'Isabelle Flaten, dans une toute autre dimension que le livre d'Isabelle Flaten, mais ça rappellerait plutôt le livre de Béatrice Commanger, dont j'ai parlé dans la première des vidéos Interpares, le 30 septembre ou le 1er octobre, quelque chose comme ça. Dos au soleil, ça parle de l'Algérie, c'est pour ça que je pense au livre de Béatrice Commanger, mais ça parle en fait d'une Algérie qui n'a pas été connue, puisque Frédéric Germano, elle est née dans une famille de pieds noirs, mais après le retour en France, et en fait, non pas le retour, mais le départ, l'exil, l'arrachement, parce que ce que montre très bien ce livre, c'est que les pieds noirs ont été des exilés, des migrants, comme on dirait aujourd'hui, alors certes dans un contexte politique très particulier, qui fait qu'ils ont eu du mal à réclamer leur identité, parce que l'identité pieds noirs, elle a été très vite associée à tout un tas de choses idéologiquement assez malséantes, bien sûr mal pensantes, l'OAS, l'extrême droite, etc., etc., mais elle montre très bien tout le silence, tout le mutisme, tous les malentendus et toute la difficulté à construire une identité qui est une identité presque inadmissible en quelque sorte. Et donc le livre présente ça. Alors Frédéric Germano, je suis en train en fait de lire un autre livre d'elle qui me plaît davantage et dont je parlerai une autre fois. Ce que j'ai trouvé, la petite limite que j'ai par rapport à ce livre, c'est tous les passages dans lesquels Frédéric Germano parle de la manière dont elle est en train d'écrire le livre. Et donc elle avait certainement besoin de ça pour réussir à constituer ce livre, pour réussir à avoir la force d'écrire ce livre. Donc ces pages sont essentielles, elles sont indispensables, il n'y avait certainement pas moyen de construire le livre autrement. Mais j'ai trouvé ces pages un petit peu plus convenues. Je trouve toute la relation telle qu'elle l'a décrit de manière implicite et pas toujours implicite avec son compagnon, un petit peu fleur bleue, enfin je suis pas entièrement convaincu par ces pages-là, bon c'est ma petite réticence à moi, je suis peut-être un vilain sans cœur, voilà, et ça me parle moins, mais l'ensemble du livre est vraiment très beau, très, très marquant. Je vais essayer de lire deux extraits un peu courts. Page 28, c'est un livre de 2019, Frédéric Germano, Dos au soleil, si jamais j'oublie de le redire. Se sauver sa peau, et en même temps couler à pic, l'impossibilité à jamais de se sentir léger. Il a fallu apprendre à vivre sous le regard étriqué d'une petite ville de province. Sans amis, sans chaleur, sans mer. Dorénavant, une seule pensée absorbera toutes les autres, celle du pays perdu. Ils ont emménagé dans une école à leur arrivée, un logement de fonction. Le directeur les a-t-il bien accueillis? L'hiver qui a suivi fut très froid. Fleuve gelé, train à quai, route fermée, avait-il jamais vu de neige? Donc là, elle parle de la famille de ses grands-parents. Un des passages qui correspondent à ce que j'ai moins aimé, mais pour vous montrer que c'est beau quand même. Ouais, donc voilà, en fait, je suis pas négatif du tout. Voilà, on oublie tout ce que j'ai dit. Dans la bruine, nous marchons. La température a baissé. Les passants ont remis leur manteau. Nous nous disons des choses importantes et futiles, sans ordre ni hiérarchie, ainsi que tous les couples nouvellement amoureux. Avec lui, mes inquiétudes se dissipent. Le texte se fera. Je trouverai le point d'entrée et le reste se déroulera comme une pelote. Il n'a pas besoin de prononcer de paroles pour me rassurer, sa présence me suffit. L'après-midi pluvieuse se déroule sans à-coups. Je quitte l'Algérie et mes obsessions. Je me sens à la fois légère et stable, pleine de force. Tu le feras, ce livre. Oui, je le sais maintenant. Parc Balzac et sa végétation de marécage, ruelles pavées du vieux quartier, un café sur le port. Nous nous promenons dans cette ville si familière en refaisant les mêmes parcours,
nous arrêtant dans la même pâtisserie, arpentant des quartiers et lieux que je ne fréquente jamais seul, comme si des espaces se réservaient pour nous deux. Je pense à la nuit que nous allons passer dans mon terrier. Mon compagnon dit qu'il est malsain de dormir là où je travaille et que je dois sortir les livres de la chambre. Je l'ai fait, j'ai rangé la chambre au bureau, aéré la maison. Ce matin, me levant dans la fraîcheur, j'ai détaillé le jardin. Sera-t-il à la hauteur? Dans le mirabellier, un couple de mésanges jouait. Je n'ai pas assez taillé cet hiver. La glycine et les graminées poussent les murs. L'herbe n'a pas été tondue. Les hydrangeas s'agrippent à la clôture de bois et le lierre du voisin colonise le toit du garage. J'ai mis un peu d'ordre dans la maison. Mais où ranger les dizaines de livres qui ne trouvent plus place dans la bibliothèque? C'est ma vie qui se perd parfois bancale, qui penche, qui se cherche. Mon attention aux choses ne se traduit pas en soins. Et puis comme ça se termine sur une espèce de passage un peu halluciné, dans lequel elle imagine qu'elle va à Alger, et elle raconte ce qu'elle voit à Alger, à Oran, pardon, d'ailleurs, je ne sais pas ce que je dis. Je suis en train de dire des bêtises en plus. C'est pas Alger, c'est Oran. À force de tout confondre, voilà, c'est Oran, c'est ça, oui. Je suis repris. Décidément, c'est la journée des bêtises, hein, c'est la journée des approximations. J'ai réussi à me corriger, donc c'est pas trop mal. Au moins de ce point de vue-là, enfin, il y en a un certain nombre que je corrige. Donc elle s'imagine en train d'aller à Oran, en train de réserver une chambre à Oran pendant une quinzaine, 3 semaines, etc. Et donc c'est tout ça qui termine le livre. Et ce qui lui permet de terminer le livre, c'est de se projeter dans cette fiction. Et elle raconte qu'en fait elle n'y est jamais allée, mais en fait on ne saura jamais. Donc il y a cette espèce de jeu entre la réalité et la fiction qui vient retourner évidemment tout le principe d'écriture du livre, qui est cette impossibilité à envisager et à raconter l'histoire familiale qui n'a jamais été racontée directement, et donc à faire, par la question de la filiation et de la généalogie, une histoire qui est impossible à écrire. Et donc ça se retrouve concentré, cristallisé dans ce voyage fantasmatique, rêvé, ou peut-être pas, et très réaliste à Oran. Je n'avais pas envie d'aimer ce pays, et je crois que cela est en train de changer. Je n'avais pas pensé qu'il pût y avoir des arbres en Algérie, je ne voulais pas de cette nature là-bas. Ce que j'aime en France, et particulièrement dans la région où je vis, rivières, bois, prés, vaches et moutons, je ne le partageais pas. Je n'entendais pas les éloges d'un beau pays. Les expatriés n'avaient droit ni à la végétation des climats humides et tempérés, ni à celle exubérante et colorée des territoires exotiques. Je ne leur laissais rien. Du sable et de la poussière. Les cailloux de la montagne à laquelle s'adossait la mer. Un désert. Pourtant, je me rappelle ma mère et ses efforts vains pour recréer un morceau de sa géographie originaire. Faire pousser un grenadier dans la terre calcaire et raclée par les vents d'ouest. Les figues sauvages ramassées pour les confitures. Les dattes qui n'ont pas le même goût que là-bas. Que nous avons mangé pendant des années à Noël, fourrées de pâte d'amande, et auxquelles elle a fini par renoncer. Les arbouses que les gosses vendaient au bord des routes n'ont ici aucune saveur faute de soleil. Les nèfles n'arrivent jamais à maturité. Vivre, c'est obstiner à achever un souvenir, écrivait René Char. Ma mère a abandonné. Et donc dos au soleil, c'est évidemment dos à l'écriture, c'est dos au possible. C'est-à-dire c'est écrire un livre en tournant le dos à ce qui en fait éclaire le sujet. Et c'est donc sur cette impossibilité mémorielle. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment un livre très beau et qui réussit justement à ne pas expliciter tout cela. J'ai trouvé les passages un peu autobiographiques de l'écrivaine elle-même un peu trop appuyé, mais tout cet aspect-là, tout cet aspect de l'écriture mémorielle est admirablement tenu et c'est vraiment très, très, très chouette. Dos au soleil, Frédéric Germano. On va passer à une partie traduite. L'invention de l'Amazonie, 3 récits de Euclides d'Acunha, je suppose, ça doit se dire vaguement comme ça. Publié là encore en 2020, traduction de Mathieu Doss. Et Euclides d'Acunha, c'est un écrivain, il est présenté dans la 4e de couverture comme un auteur majeur de la littérature brésilienne, et de fait, ce livre-là m'a donné envie de lire les autres livres, et notamment son grand roman, son grand texte Haute Terre. Et c'est Euclides d'Acunha qui est mort en 1909, très jeune d'ailleurs, hein, il avait, je crois qu'il était plus jeune que moi, ce qui n'en fait pas quelqu'un de très jeune, mais enfin ce qui n'en fait pas quelqu'un de vieux quand même. Là, il avait la quarantaine, je crois, quand il est mort. Euclides d'Acunha, c'est quelqu'un qui s'est trouvé à arpenter l'Amazone et un certain nombre de bras de l'Amazone pendant plusieurs années pour des missions officielles, et qui a progressivement dénoncé en fait tous les dysfonctionnements coloniaux, impérialistes
ethnocentrique du gouvernement central, et puis aussi avec une vraie attention à la nature, à la géographie, et donc à ce que maintenant on peut regarder d'un point de vue éco-critique. Et de ce point de vue-là, c'est d'une sidérante modernité. Enfin, voilà, ce qu'il écrit dans ces textes-là, ce qu'il a écrit dans ces textes-là il y a plus de 100 ans, au début du XXe siècle, et bien voilà, c'était les pistes, et ça montre tout ce qui n'a pas marché, tout ce qui a dérapé dans l'Anthropocène, dans ce qu'on est convenu d'appeler très souvent l'Anthropocène. Donc il y a 3 textes très différents les uns des autres. Moi j'ai beaucoup aimé le 3e, et j'en ai parlé avec mon épouse, qui c'est celui qu'elle a le moins aimé, parce qu'elle l'a lu avant moi, c'est celui qui lui a le moins plu, et moi je me demande si c'était pas celui que j'ai préféré. Le premier est un texte qui s'appelle Impression générale, et qui est un texte vraiment de géographie, enfin qui fait un peu penser à certains textes d'Élisée Reclus d'ailleurs. Le deuxième, qui est très fort et très beau, c'est sur la paupérisation des ouvriers du caoutchouc. Ça montre très bien comment, évidemment, les catastrophes écologiques la révolution industrielle et l'industrialisation de l'agriculture et des productions a des effets évidemment désastreux en termes d'environnement, en termes d'écologie, en termes de biotope, en termes d'équilibre écologique, mais que c'est toujours un désastre qui s'accompagne d'un désastre social et d'un désastre humain. Ce texte sur les caoutchoutiers est de ce point de vue aussi très beau. Et le dernier, c'est un texte qui est plus un texte, une sorte de récit un peu plus fictionnel, qui s'appelle Judas Ahasverus, et qui parle en fait de la tradition à Pâques, visiblement sur l'Amazone, de mettre des radeaux à tous les chrétiens qui créent des radeaux sur lesquels ils mettent une figure de Judas dont ils se débarrassent et que l'on martèlera avec des pierres depuis le bord de la rive. Alors évidemment, cette figure de Judas, c'est aussi la figure du juif errant, donc il y a tout ce contexte très antisémite du catholicisme qui est en dessous et qui est pas mis à distance particulièrement, mais le texte est finalement très descriptif et il est très beau de ce point de vue-là aussi. Alors je vais peut-être lire un extrait du 2e. Le récolteur de caoutchouc est nécessairement un nomade enclin au combat, à la destruction, et à une vie errante et tumultueuse, car le Castilloa elastica, l'arbre qui lui fournit le caoutchouc tant désiré, ne permet pas, comme les EVA brésiliens qui renouvellent périodiquement le suc vital qu'on leur retire, qu'on l'exploite de manière stable. Extrêmement sensible, il meurt dès le premier coup qu'on lui porte, ou bien il décline pendant longtemps, affaibli. Ainsi le caoutchoutier le met à terre d'un seul coup, afin de profiter de l'arbre entier. Il le tronçonne ensuite mètre par mètre depuis sa racine jusqu'aux dernières branches du faîte. Puis en creusant le sol le long de l'arbre couché, il y pratique des cavités rectangulaires correspondantes aux tronçons découpés. Enfin, après une semaine, il en retire les précieuses planchas, tandis que les restes, adhérents à l'écorce ou éparpillés sur le sol, constituent le cernambi de moindre qualité. C'est comme on le voit un travail rudimentaire et rapide. Même les lieux foisonnants de Castilloas sont vite épuisés, et comme ces arbres ne poussent pas de manière régulière dans la forêt, mais plutôt par groupes épars, parfois assez éloignés les uns des autres, les récolteurs se déplacent, reproduisant ailleurs, presque à l'identique, les mêmes gestes de cette vie instable de chasseurs d'arbres. Le nomadisme leur est donc imposé, c'est la condition de leur succès. Ils s'enfoncent audacieusement dans la jungle, ils s'isolent dans des lieux successifs et ne reviennent jamais sur leurs pas. Condamnés à l'inconnu, ils s'adaptent aux endroits farouches et nouveaux. Ils les trouvent, ils les abandonnent. Puis ils poursuivent leur route sans jamais s'établir dans des terrains parfois ardemment conquis. Je ne poursuis pas, mais voilà, ça vous donne une idée, là, cette espèce d'observation anthropologique, c'est une observation anthropologique très minutieuse, qui essaie quand même, qui essaie d'épouser un petit peu l'humanité de ces différents personnages, de ces différentes figures, tout en ayant aussi ce regard quand même très critique sur la destruction, sur tout ce qui, là derrière, évidemment, est totalement fragile, totalement non pérenne aussi. Donc voilà, alors c'est aux éditions Chandaigne, je ne l'ai pas dit parce que pour moi ça va presque de soi, ces couvertures, etc. Les excellentes éditions Michel Chandaigne, spécialisées dans les littératures de langue portugaise. Et donc moi je ne connaissais pas Euclides da Cunha, c'était même pas un nom, mais voilà, il va falloir approfondir tout ça. Je crois que j'ai vu que Haute-Terre était d'ailleurs à la BU, donc je vais peut-être commencer tout simplement par emprunter ce livre à la BU. Je disais, on attaque la partie, traduit 2, et de ce texte acheté à l'excellente librairie Les Saisons à Tours, je n'en chanterai jamais assez les louanges, librairie spécialisée, librairie cave spécialisée dans les livres autour du vin, de l'alcool, mais de l'alimentation
plus en général, et j'ai vu que récemment, par exemple, a été mise en avant à la librairie Les Saisons Manger l'autre d'Ananda Devi, un rapport très particulier à l'alimentation quand même, donc c'est vraiment une très belle librairie de littérature, mais aussi, il y a des livres de cuisine, etc. Bon, si vous êtes tourangeau, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, allez à la librairie Les Saisons à Tours. Et donc, Les Petits Pains de la Pleine Lune, c'est un texte publié aux éditions Piquier-Poche. Alors, je vais évidemment mal prononcer le nom de l'écrivaine coréenne, Gu Jong-mo, je suppose, roman traduit du coréen par Lim Jong-hee et Françoise Nagel ou Nagel, donc là c'est bien, je prononce mal probablement aussi le nom de la traductrice européenne. Donc il y a deux traductrices, et donc je ne connaissais pas du tout cette autrice, je ne connaissais pas du tout ce livre-là, donc c'est évidemment au hasard de la flânerie à la librairie Les Saisons, et je suis très content d'avoir découvert ce livre, parce que c'est très très curieux. Je vais peut-être vous lire la 4e de couverture, c'est le plus simple. Le héros est un jeune garçon coréen, sa mère s'est suicidée quand il était enfant et sa belle-mère le harcèle moralement. Un jour il s'enfuit de chez lui et trouve refuge dans une pâtisserie, lui qui n'était pourtant pas fan de gâteaux. Là, il fera la connaissance d'une fille pas comme les autres, oiseau bleu, et d'un pâtissier un peu sorcier. Car dans cette boutique vraiment banale en apparence, on confectionne des gâteaux aux pouvoirs étonnants qui sont vendus sur Internet. Mais attention, n'oubliez pas que la magie peut toujours se retourner contre vous. Et c'est donc un livre qui commence par être un récit fantastique et qui très vite devient un récit merveilleux, parce qu'un certain nombre de phénomènes totalement irréels et impossibles deviennent vraiment pris dans la trame du récit, avec tout ce contexte évidemment de l'enfance maltraitée, et donc il y a toute cette idée de maltraitance. Il est notamment maltraité et par son père et par sa belle-mère, et donc il s'enfuit, il trouve refuge dans cette pâtisserie, il aide en fait le pâtissier à faire de la vente par correspondance et sur internet, donc c'est à cet égard-là, le pâtissier magicien, le pâtissier sorcier, lui le laisse en fait dormir et vivre dans la pâtisserie elle-même. Et donc, à la suite d'une série de péripéties, le jeune garçon découvre de plus en plus de ces gâteaux au pouvoir magique et des gens qui viennent les acheter. Et il y a notamment des gâteaux qui sont décrits très régulièrement avec beaucoup de précision. Il y a même la recette, où il y a le texte de présentation pour évidemment essayer d'appâter les clients. Et donc, c'est toujours un petit peu à la marge. C'est vraiment des gâteaux, mais c'est vraiment des gâteaux avec des pouvoirs quand même magiques, maléfiques en général d'ailleurs. Et ce qui est assez étonnant en fait dans ce livre, c'est que ça finit sans finir en partant en fait d'un de ces gâteaux qui est un gâteau qui permet de remonter le temps, et qui fait en fait déraper non seulement l'itinéraire du personnage principal, du protagoniste, mais le livre lui-même, à savoir que le livre se termine avec une série d'hypothèses, à savoir ce qui aurait pu se passer ou ce qui se passe, et on ne sait pas très bien en fait comment ça se termine. Il y a plusieurs possibilités de retour, des cas de figure, ce qui s'appelle des cas de figure. Il y a 2 cas de figure principaux, mais ces 2 cas de figure principaux ouvrent la voie à d'autres cas de figure. Donc le protagoniste réussit à voyager dans le temps ou pas. Donc déjà il y a cette hésitation-là, est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a eu le temps d'avaler le gâteau ou pas, et est-ce qu'il a réussi à voyager dans le temps ou pas. Donc ça se termine avec cette espèce d'ouverture, alors bon évidemment, très postmoderne, sur les possibilités du récit, un petit peu comme les embranchements d'un récit, mais tout ça dans un contexte qui est un contexte quand même à la fois politique et personnel, qui se rapproche plus par exemple de The Famished Road de Ben Okri, la route de la faim de Ben Okri, et je crois d'ailleurs que la trilogie de Ben Okri, il n'y a que le premier tome qui a été traduit en français, les éditions Robert Laffont n'ont jamais traduit la suite, et c'est pourtant magnifique, Songs of Enchantment et Infinite Riches, c'est des textes magnifiques, mais peut-être que ça a été traduit, je pourrais pas, j'avais vérifié il y a longtemps, mais bon, peut-être que ça a été traduit entre temps. Donc c'est tout cet aspect-là qui est présenté. Je vais en lire un extrait. Ce n'est qu'à la 7e chute que je vis la plante de ses pieds. Elle ne bougeait plus, restait paisiblement suspendue. Un liquide s'est goûté d'entre ses jambes raidies. Il s'en dégageait une puanteur si réelle que j'eus du mal à croire que ce n'était qu'un rêve. Je m'écartai en rampant, levai la tête. Je découvris enfin le visage de maman que je n'avais pas vu depuis si longtemps. Je le reconnus à peine. Il était devenu tout bleu, ses yeux étaient exorbités, sa langue, d'où s'écoulait un filet de sang, pendait de sa bouche ouverte comme celle d'un lézard. Je crus soudain avoir croisé son regard. Non, c'était impossible. Ses yeux ne voyaient plus rien, et pourtant j'avais l'impression qu'il suivait le moindre de mes mouvements. L'horreur qui s'était emparée de moi
était telle que toute la pitié que j'aurais dû ressentir s'était évanouie. Je tentais de reculer en traînant les fesses sur le sol, mais ne bougeais pas d'un pouce. Avant que j'aie eu le temps de dire une petite prière pour le repos de l'âme de ma mère, la ceinture s'enroula autour de mon cou et maman surgit brusquement à mes côtés, entreprit de m'étrangler. Je ne continue pas, mais là on est dans une scène évidemment hallucinatoire, absolument horrible, dans laquelle le protagoniste imagine, se projette sur le suicide de sa mère. Et on ne sait jamais, un petit peu comme dans la toute fin du livre, on ne sait jamais vraiment si ça se produit pas ou si c'est un rêve. D'ailleurs, au début du texte que j'ai lu, c'est présenté comme « Ah oui, ça avait l'air tellement réel que je ne sais plus comment c'est dit, j'ai eu du mal à croire que ce n'était qu'un rêve. » En fait, on ne sait pas à l'arrivée si c'est un rêve ou pas, ou si en fait c'est une sorte d'anamnèse, de retour en arrière un petit peu. Et la suite est très, très descriptive, c'est pour ça que je ne vais pas la lire. Ça rappelle aussi ces films coréens qui travaillent sur des motifs fantastiques, un petit peu mystiques aussi. C'est lié à des éléments religieux qui, à mon avis, m'échappent totalement d'ailleurs. Et puis, avec tout ce côté, oui, film d'horreur, récit d'horreur, et donc c'est des histoires épouvantables aussi, jusque dans ce qui est décrit. Mais c'est vraiment c'est vraiment très bien. Les petits pains de la pleine lune, de Gu Byung-mo. Et c'est donc aux éditions Piquier. J'ai donné les noms des traductrices tout à l'heure, je ne vais pas les réestropier. Le dernier, Marine Gaye, décidément, aujourd'hui, c'est vraiment des livres très très récents, c'est beaucoup ça en ce moment, qui m'a déçu. Voilà, alors Marine Gaye, j'aime énormément ce qu'elle fait, j'ai beaucoup aimé tous ses derniers livres. Ce livre de Marine Gaye, La vengeance m'appartient, on y retrouve cette espèce de mélange, évidemment, d'une écriture extrêmement savante, extrêmement élaborée, qui tient totalement par cette syntaxe très élaborée, une forme de distance, qui permet de refuser le pathos, qui permet de refuser l'identification, qui fait que même quand c'est terrible, il n'y a pas totalement cette identification qui est possible. Donc il y a toujours ce mélange de quelque chose comme ça d'extrêmement élaboré, d'extrêmement distancé, et puis d'éléments notamment psychologiques, mais aussi historiques, qui sont présentés comme des évidences, alors qu'ils sont très abrupts et qui n'ont absolument rien d'évident. Et donc là, autour de cette protagoniste, qui est une juge qui a la quarantaine, et qui se perçoit elle-même comme en échec total, elle se trouve dans une situation un petit peu particulière, où il y a quelqu'un qui vient la voir, un homme qui vient la voir pour lui demander de défendre sa femme, et la femme a tué en fait leurs enfants, en les noyant en fait. Ça m'a un peu, alors il y a eu cet aspect-là très personnel qui est que ça m'a un peu bouleversé, triggered. Je cherche ce qui serait l'équivalent français de triggered, on parle beaucoup de ça, vous savez, les trigger warnings, etc. J'aurais peut-être dû en mettre un d'ailleurs avant la lecture de l'extrait du livre coréen juste avant, du roman coréen juste avant, parce qu'en fait, il se trouve que dans ma famille, j'ai une cousine qui a été condamnée qui est actuellement en prison, parce qu'en fait, elle a tué ses enfants exactement, quasiment exactement de la manière qui est décrite là. Donc je sais pas, je pense que Marine Gaye s'est inspirée en fait d'un fait divers réel qui se trouve être un fait divers qui s'est produit dans ma famille. Voilà, donc tout ce moment-là a été un peu lourd, on va dire ça comme ça. Et la chose un petit peu insolite, un petit peu étrange dans le livre, c'est que la juge reconnaît tout de suite, on croit reconnaître, et c'est là où effectivement tout le livre va se tenir sur cette ligne de crête, et ça Marine Gaye le fait extraordinairement bien, comme toujours, elle reconnaît ou elle croit reconnaître devenu adulte, un adolescent un peu plus âgé qu'elle, qui a énormément compté pour elle, avec qui elle a passé juste une après-midi, on ne saura jamais exactement ce qu'ils ont fait ensemble, il y a toute cette ambiguïté-là aussi, mais elle le reconnaît tout de suite, et au fur et à mesure en fait du roman, cette espèce de projection fantasmatique la détruit totalement, et se déconstruit elle-même. C'est-à-dire, en fait, on ne sait pas du tout, et on sait de moins en moins, ou plus exactement, on se persuade de plus en plus, nous, les lecteurs du livre, que c'est elle qui s'imagine ça, et qu'en fait, ce type n'est pas du tout celui qu'elle croit être. Donc il y a toute cette question des spectres, de la spectralité. C'est un livre qui travaille sur les figures, sur le fait que les figures fictionnelles sont finalement des représentations de personnes qui tente de saisir des éléments du réel contemporain, ultra contemporain ici, ça se passe en 2019, lié à des faits divers, lié à des situations, lié à des traumas familiaux, mais que tout ça est finalement une figuralité, c'est-à-dire que tous ces personnages sont des anti-personnages, au sens où Xavier Garnier a défini ce terme en fait. Et donc, il y a toute cette dimension-là qui, moi, j'ai trouvé finalement finit par être un peu, là encore, une sorte d'exercice de style un petit peu plaqué. Moi, j'ai pas été extrêmement convaincu. J'ai trouvé que vers le troisième quart, pour le dire comme ça devenait
plus convaincant, mais la toute dernière partie, moi je trouve, ne tient pas justement ces promesses-là, à savoir qu'il y a une espèce de facilité dans la manière dont elle fait déraper ce personnage vers toute la relation, là encore très très étrange, qu'elle a avec sa femme de ménage en situation irrégulière, et ce qu'elle finit par accomplir pour cette femme de ménage en situation irrégulière. Donc moi j'ai trouvé que c'était un peu bancal, et j'ai pas été plus séduit que ça. Je lis pas l'extrait parce que je manque de mémoire dans la carte SD, et donc je vais être obligé de tourner en deux temps. Voilà, à tout de suite, c'était donc La Vengeance m'appartient de Marine Gaye, ça vient de sortir chez Gallimard. Je poursuis avec 3 autres livres, et effectivement, la collection Lettres ouvertes, eh bien, on en parlera une autre fois. Patience, patience, la littérature, ça dure. Un texte d'Hervé Bougel que j'avais découvert récemment avec un petit livre qui s'appelle Clandestine. Et je vous renvoie à ce que j'ai publié par avant, novembre, décembre, je ne sais plus très bien. Et donc, je me suis procuré ce livre de lui, Petite falaise à la fenêtre, aux éditions La Chambre d'Écho, publié en 2004. Et de parce que j'ai compris par une correspondance avec lui, ces textes qui ont été écrits au cours d'une année entière, c'est-à-dire qu'en fait, il est constitué de 365 textes qui correspondent en fait à 4 saisons, ça commence le 21 juin et ça se termine le 20 juin de l'année suivante. Eh bien ce texte en fait a été écrit non pas en 2003-2004 comme je me l'étais imaginé, j'avais commencé d'ailleurs, c'est ça qui est amusant en fait dans ce type de dispositif fictionnel, je m'étais en fait très régulièrement imaginé ce que moi je faisais en 2003-2004 sur ces mêmes jours, en essayant de m'en souvenir, parce que c'est pas très commode, et comme je ne tenais pas de journal à ce moment-là, j'avais pas énormément d'autres ressources que celles de ma mémoire, et en fait, d'après ce qu'il m'a dit, c'était plutôt 96-97. Alors j'ai intégré d'ailleurs une de ces pages, une de ces demi-pages, parce que ça fonctionne en demi-page, je vais y revenir, à une vidéo H+, que j'ai faite la semaine dernière, mais voilà, le livre se lit assez rapidement parce que ce sont des notes, des notations brèves, alors il se lit rapidement, ou alors si on choisit de le faire comme ça, c'est pas comme ça que je l'ai lu, on peut le lire vraiment un paragraphe par-ci, une entrée par-là, un article par-là, une journée par-ci, une journée par-là. Et donc ces petites falaises à la fenêtre commencent le 21 juin, et le point commun entre toutes ces notules, c'est qu'elles ont toutes été écrites depuis la fenêtre de l'appartement qu'occupait alors l'auteur à Grenoble. Et donc moi je connais très très mal Grenoble, j'y suis allé une seule fois dans ma vie en 2002, il me semble, oui ça doit être ça, en juin 2002 ou mai 2002 pour un congrès de la SAES, donc pour des raisons professionnelles, j'y suis resté très peu de temps et j'ai pas eu vraiment le temps de me promener, donc les lieux, la topographie ne me dit pas grand chose, mais évidemment l'observation des événements de la vie quotidienne parle de manière non pas universelle, parce que voilà, l'universalité est un concept vraiment très problématique et là il ne s'applique pas du tout, mais en revanche voilà, ça peut parler à toute personne qui justement, puisqu'il y a énormément de détails extrêmement spécifiques, extrêmement concrets, toute personne qui vivait dans une ville française à la même époque, à la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Voilà, donc c'est... alors je disais, ça se présentait par des demi-pages, parce qu'en fait, il y a à chaque fois des blocs de 2 ou 3 jours par demi-page, ce qui fait qu'il y a 5 ou 6 jours par page, de sorte que le livre, eh bien, mathématiquement, il ne dépasse pas les 100 pages, puisque si vous divisez 365 par 5, ou par 4 ou 5, ou par 5 ou 6, eh bien, vous vous trouvez autour des, allez, 75, 80 feuillets, et c'est ça qui se passe. Je vais vous lire, histoire de ne pas avoir à trancher, eh bien, les journées correspondantes à celles du début du mois de février. 1er février. Donc 1er février non daté, on n'a pas l'année. Mais aujourd'hui, c'est le 1er février 2021, j'enregistre cette vidéo. La plume du stylo, un insecte vibrionnant noir. Au-dessus, la coque dorée menaçante. En temps, les abeilles sont des ongles. Et là, c'est un passage en italique. Et à la fin, il y a les citations, les références des citations. Là, c'est une référence, c'est une citation d'un poème de Serge Pey. 2 février, une lame délie le goudron, sous la peau noircie, claque un air. Donc il y a des extraits comme ça aussi de poèmes, hein. Ce sont comme des sortes de notations un peu du type haïku, sauf que là c'est en 2 vers, mais il y a une sorte voilà, d'observation du réel qui emprunte beaucoup à cette notation du haïku aussi. 3 février, le ciel s'échappe d'un regard attentif, seule la mer est différente, sans attente, aux traces du printemps. 4 février, cela fait du bien d'écouter le temps, sans autre dommage que la mort à venir et ses manigances de pluie. Et enfin, dernière entrée de la page 61, 5 février, ici encore s'arrache le premier oiseau d'un œil d'aigle où tu demeures. Les petites fadaises à la fenêtre d'Hervé Bougel.
Livre qui vient de paraître là aussi, et je dois avouer, mais faute avouée est à moitié pardonnée, puis surtout depuis le temps, eh bien, je vais enfin en lire davantage. Felwinsar, c'est son tout dernier livre, je n'ai jamais lu, voilà, c'est ça que je dois avouer. Je n'ai jamais lu de livre de Felwinsar, il faut vraiment que je lise Afrotopia, ça fait des années que je me dis qu'il faut que je lise Afrotopia. Et puis parmi les livres que je veux lire de lui, il y a le rapport qu'il a coécrit avec Bénédicte Savoie il y a 2 ans sur la restitution du patrimoine africain. Donc c'est une question quand même très importante, sur laquelle j'ai énormément lu, mais je n'ai pas lu ce livre, qui est quand même un rapport essentiel, commandité par le gouvernement français, en fait, sur cette question de la restitution du patrimoine africain. Donc voilà, Felwinsar, je sais qui il est, j'ai traversé, j'ai eu affaire à ce qu'il fait de manière très indirecte et je n'avais jamais lu de livre de lui. Eh bien ça y est, c'est fait, j'ai lu son tout dernier livre, La saveur des derniers maîtres, ça vient de paraître aux éditions Philippe Ray. C'était sur la table chez mon libraire, et il s'agit en fait d'un recueil de textes qui explore principalement des villes, des voyages dans des villes, et dans lesquels en fait Felwinsar raconte un peu sa vie par des textes qui font 2-3 pages en moyenne, et donc évidemment les différentes villes dans lesquelles il se trouve, des villes qu'il connaît très bien, il y a tous les retours au pays, le retour au Sénégal, et bon, sachant qu'il travaillait, il enseignait aussi au Sénégal jusqu'à il y a peu, un certain nombre de villes dans lesquelles il se rend pour des raisons professionnelles, par exemple Lisbonne, Istanbul, donc il y a des pages sur ces villes-là, il y a une très très brève incursion à New York à la faveur d'une escale un peu longue entre le Canada et je ne sais pas où, l'Europe peut-être, ou l'Afrique, je ne sais plus si c'est mentionné. Et donc ces textes sont des textes sur l'écriture, sont des textes sur les rencontres artistiques, sont des textes sur les voyages, sur les villes. L'empreinte carbone du livre, ouïaïaï, mais bon, enfin du livre, pas du livre, mais de ces pérégrinations, de cette vie d'artiste et de chercheur international. Et il y a énormément de réflexions très fortes, et d'observation là aussi, c'est un point commun, le seul peut-être, avec le livre d'Hervé Bougel, d'observation du réel minutieux, des villes, de l'architecture aussi, de la manière dont l'architecture est éminemment anthropologisable, on va le dire comme ça. Et les derniers textes en fait ont été écrits pendant la pandémie, donc l'été dernier au Sénégal, pendant la pandémie. Je vais d'ailleurs vous en lire un extrait, hein. Peut-être que ça nous parle plus, mais je vais vous lire aussi un extrait du texte sur Port-au-Prince. Il est question d'Haïti dans au moins 2 ou 3 textes. La trace de Haïti était tissée des fils de la littérature, du théâtre et de la poésie. Puis ce fut Césaire, le grand entremetteur, d'abord le cahier, avec cette fulgurance. Haïti, où la négritude se mit debout pour la première fois et dit qu'elle croyait en son humanité. Plus tard, je rencontrai Jacques Roumain, René Philoctète, Franck Étienne, Dany Laferrière, Lionel Trouillot dans l'espace d'un dialogue silencieux, intime et fécond. Puis le Sénégal, au tournant des années 2010, Présence africaine y organisait un colloque pour commémorer la naissance, 100 ans plus tôt, d'Alioune Diop. Dans la salle, j'écoute la belle communication d'un monsieur au teint de cyprès, coiffé de dreadlocks, une mine farouche adoucie par un visage de Bouddha. C'est un poète haïtien qui se prénomme Rodney Saint-Éloi. C'est bizarre hein, parce qu'il dit se prénomme au lieu de se nomme ici. Hein. J'avais pas fait attention en le lisant. Nous tombons en amitié, lui et moi, et arpentons le Sénégal ensemble. Je l'emmène en pays sérère et l'y rebaptise Ouagane, celui qui est invaincu. J'avais publié un premier roman chez Gallimard, il me demanda si j'avais un texte à lui confier, et c'est ainsi que Rodney devint mon éditeur et ami, et que je rejoignis cette belle maison qu'est Mémoire d'Encrier. La porte d'entrée dans l'imaginaire littéraire d'Haïti se trouvait ainsi grande ouverte. Je rencontrais dans le sillage de Mémoire d'Encrier de Zulma, la belle maison d'édition de Laure Leroy, et des salons du livre, Jam Noël, Mackenzie Orsel, que j'appelle sénégalais, Gary Victor, Émilie Prophète, Kathleen Mars, Louis-Philippe d'Alembert, Néhémie Pierre Dahomey, Martine Fidel, Yannick Lahens, Evans Wesh et tant d'autres de la galaxie. Depuis, Haïti est pour moi un rêve, une intimité sensible, un lieu où des femmes et des hommes font face à un destin farouche avec les ultimes armes de la dignité et de la poésie. Je suis à Port-au-Prince, invité par Kathleen Noël qui, de la danse, fait une poésie massive. Samedi, je serai sur scène à Pétionville pour un concert de musique avec Jeanne Germain. Et je vais lire un extrait de l'avant-dernier texte. Vous allez voir, ça va malheureusement nous parler à toutes et tous. Les frontières sont fermées, les vols commerciaux internationaux arrêtés. Hormis certains privilégiés qui ont toujours les moyens de prendre des vols spéciaux, la mobilité est entravée pour le reste du monde. Chacun est sommé de demeurer sédentaire. Le mouvement ne peut être qu'immobile.
être absorbé par un geste du Budo, lire un livre, écrire un roman, rêver, voyager à travers un film. Explorer ces mondes intérieurs. Au dojo, nous sommes ensemble et seuls à la fois. L'art de la main vide s'est transmis et a essaimé à partir d'Okinawa depuis plus d'un siècle par le truchement de plusieurs maîtres. Il a ses origines en Chine. Enrichi, adapté, simplifié, il nous est parvenu. À notre tour, nous nous inscrivons dans la chaîne de sa transmission. Nous veillons à ce que le clair sentier du Shotokan continue à grandir en se laissant enrichir par les pluies diluviennes, les vents du Sahel et les chemins de traverse qu'il prend. Le Tao Te Ching dit « La voie qui est une voie n'est pas la voie ». Au point du jour, à chacun de trouver la sienne. Celle qui à la fois noue tous les chemins et les excède. Extrait de La saveur des derniers maîtres de Felwinsar vient de paraître aux éditions Philippe Ray. Et puis il vient de paraître aussi, on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, enfin en tout cas si on suit un certain nombre de comptes qui s'intéressent aux questions d'éducation nationale, d'enseignants un peu médiatiques, eh bien on a pas mal parlé de ce livre, le dernier livre de Nathalie Quintane. Cette fois-ci, il n'est pas publié comme le plus souvent chez POL, mais à La Fabrique, aux éditions de La Fabrique. Un hamster à l'école. Et alors, ce livre, j'ai pas encore vraiment lu de recension, j'ai juste vu passer des impressions, des réactions un peu comme ça, épidermiques, ou des « ok, j'aime beaucoup, j'ai lu, qu'est-ce que c'est drôle », etc. Parce que oui, Nathalie Quintane, c'est quelqu'un d'extrêmement drôle, et son écriture est très drôle, et si vous suivez ma chaîne, et si vous suivez ce que j'essaie de faire sur cette chaîne YouTube depuis maintenant bientôt 5 ans, ben vous saurez que Nathalie Quintane, ça fait partie des noms qui reviennent très souvent, et que c'est une écrivaine, une autrice vraiment essentielle, pour moi primordiale, et depuis très longtemps, depuis ses premiers livres, depuis les remarques et depuis Chaussures. Bon, peu importe. Donc Nathalie Quintane, oui, elle est très drôle. Et je n'ai pas encore lu vraiment d'articles, de critiques, de recensions un peu approfondies sur ce livre-là. Il vient juste de paraître. Mais je vois d'ores et déjà, et j'avais anticipé avant même de le lire, qu'il y aurait un malentendu, parce qu'il y a de très nombreuses personnes, et notamment des gens de l'éducation nationale, des enseignants, principalement des profs, on va dire, qui vont lire ce livre en n'ayant jamais lu de livre de Quintane, et en pensant que c'était un livre, un essai sur l'école, un essai sur l'éducation. Alors Nathalie Quintane, elle est écrivain, puis elle est prof en collège depuis de nombreuses années, depuis une trentaine d'années, donc elle raconte son expérience de prof, elle revient sur son expérience de prof à travers un certain nombre de thèmes, de thématiques. Mais si on entre dans ce livre avec une optique un peu stylo rouge, un peu barrée, un peu fermée, à savoir en se disant « Ah, dans ce livre-là, je vais me retrouver dans du anti-Blanquer à 100%, du anti-bureaucratie de l'éducation nationale à 100%, on va en trouver, mais on va aussi en prendre pour son grade, parce que Nathalie Quintane, c'est quelqu'un d'extrêmement indépendant. C'est quelqu'un qui ne se situe pas dans une tendance syndicale ou pédagogique donnée, et donc finalement, tout le monde en prend un peu pour son grade. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Et de même, quelqu'un qui, par exemple, lirait ça en se disant « Ah, une prof de lettres qui est aussi une écrivain, elle va forcément taper sur le pédagogisme, taper sur... » Ben non, pas du tout, en fait. Hein. Donc elle est pas du tout dans la perspective élitiste, un peu réac, complètement délirante d'un Brigelli ou de tout un tas de... Comme ça, vous savez, notamment en septembre, il y a toujours des éditeurs qui publient des livres de profs qui se plaignent que le niveau baisse, que ceci, que cela. Bien Nathalie Quintane, ça n'est pas exactement ça qu'elle montre, ça n'est même pas ça du tout qu'elle montre. Ce qu'elle montre, c'est un système, comme souvent, elle va décortiquer, c'est un livre profondément antilibéral, elle va décortiquer tout ce qui, dans le système lui-même, participe de l'écrasement de la valeur et de l'écrasement de la qualité. Et notamment le fait, et ça c'est quelque chose qu'elle dit et qui est très drôle, le fait que, contrairement à ce que tout le monde pense, les profs sont très majoritairement des gens de droite, et sont très majoritairement des gens réac, et sont très majoritairement des gens qui suivent le système. Et donc c'est pour ça que ça va pas trop faire plaisir. Il y a des pages qui ne vont pas faire plaisir. Alors, on est deux à l'avoir lu dans la maison, donc il y a énormément de pages qui sont marquées. Je ne vais pas lire donc toutes ces pages qui sont marquées, je vais vous lire le chapitre 11. Et ça n'est pas un chapitre, c'est un chant, parce que c'est la chose que je n'ai pas tellement vu mentionner jusqu'à présent, et j'en ai parlé d'ailleurs sur Twitter il y a 2 jours, je crois. Le fait que ce livre n'est pas un essai, n'est pas un récit, c'est un poème en 48 chants. Nathalie Quintane, avec beaucoup d'ironie, d'autodérision, elle utilise le fonctionnement de l'Iliade et l'Odyssée, la structure numérologique de l'Iliade et l'Odyssée, les 2 fois 24 chants de l'Iliade et l'Odyssée, pour s'affranchir de cette situation-là et écrire elle-même un poème, mais un poème qui, bien entendu, est un poème de Nathalie Quintane. Donc une épopée, mais une épopée
lyrique, une épopée parodique, une épopée décalée, et qui notamment, bien sûr, est un poème imperceptible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que je n'ai vu nulle part mentionner le fait que ce soit un poème, alors que pourtant c'est un poème. Si vous regardez, là j'ouvre au hasard le chapitre 24, à aucun moment on ne peut penser que ces lignes inégales, comme on dit dans le Cyrano de Bergerac de Rostand, que ces lignes inégales sont autre chose que des poèmes. Quand le vers est trop long, elle utilise cette convention tout à fait habituelle de mettre à la ligne la fin du vers précédé d'un crochet, par exemple. Donc ce sont des vers. Et ce sont des vers, et quand on regarde dans le détail, c'est extrêmement travaillé, à savoir qu'il y a cette espèce de faux ton familier, oralisé, un peu bringue-ballant, qui est propre aussi à son écriture, cette espèce de débord permanent, à savoir dès qu'on va entrer un peu dans l'emphase, on va entrer un peu dans le style, dans la littérature, ben non, elle a une approche très Jean Dubuffet de cette question-là, c'est-à-dire systématiquement on va se déporter, on va aller contre, on va battre en brèche sa propre écriture. Et donc il y a cet aspect-là, et c'est aussi pour ça que ça n'a pas été perçu, je pense, ou pas grand monde ne semble avoir souligné jusqu'à présent le fait que c'était des vers. C'est un poème en 48 chants, et dans lesquels les deux vers de référence principaux vont être le verset, au sens claudélien, Saint John Perse, etc., et puis l'alexandrin. Ce qui fait qu'en fait, il y a des alexandrins tronqués, il y a des décasyllabes tronqués, il y a des décasyllabes étendus, et puis il y a tout un travail autour des vers de 13, 14, 15 syllabes, et elle s'amuse énormément avec ça. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut le lire. Chant 11. Ça m'a plutôt fait marrer la première fois que j'ai entendu que dans une école des beaux-arts, il s'était mis à compter les absents au cours. Et en fait, je crois qu'ils le font aussi en fac, non? De compter les absents. C'est pas des gens majeurs en fac et aux beaux-arts? Tu me diras, on pointe bien les gens au boulot. Sauf que en fac et aux beaux-arts, c'est pas des salariés, pas des intérimaires, et c'est pas des collégiens, ni des lycéens non plus. Bref, ça me paraît totalement absurde de pointer les absences dans ces deux cas. Alors des étudiants eux-mêmes m'ont dit, mais sinon ça arrive qu'il n'y ait personne en cours, 3 pelés. À mon avis, c'est que le cours en question n'est pas passionnant. Est-ce qu'on va aux Beaux-Arts pour se faire chier? Ou alors il faut une véritable intégration de l'ennui dans le cursus scolaire post-bac, ce qui est une nouveauté, pour défendre le pointage des absences. Je me souviens qu'en licence, par bravade, je m'étais inscrite à une UV de sémiologie sur Tête d'or de Claudel où l'effectif ne dépassait jamais 3. 3, ça signifie qu'on était tous autour de la table avec le prof à 50 cm. C'est difficile de faire défection dans ces conditions, tu es tout de suite remarqué, et si tu pars, tu sais que le prof n'aura plus que 2 étudiants, ce qui est horrible, enfin ce qui est extraordinairement vexant pour lui d'une part, et de l'autre parce qu'il ne lui reste plus qu'une seule chance. On ne peut pas faire cours avec une élève, c'est interdit. Donc avec 3, il lui restait encore 2 chances. J'ai essayé de tenir un max à cette UV. Vraiment, ça finissait par être presque douloureux, c'était très technique. Ça dépiautait. Je ne saurais dire comment. Et je crois que si je continuais à venir, c'était par respect pour les années 70. Une sorte de respect que j'avais pour ces années-là. Je devais supposer que la sémiologie et Tête d'or de Claudel incarnaient les années 70. La sémiologie, Tête d'or, et le fait de faire une licence à Paris 8, on n'écrivait pas encore Paris 8, parce que c'était à Paris 8 Vincennes que j'allais, et je me l'imaginais encore bruissante de tout se passer, cette fac. On était au début des années 80 quand même. Les bâtiments alors étaient pouilleux, mais rien de catastrophique. Il y avait pas mal d'étudiants étrangers et des gens de tous les âges. Augmenter faramineusement les droits d'inscription des étudiants étrangers, par exemple, c'est le meilleur moyen de vider cette fac. C'est là que j'ai rencontré une fille qui a essayé de me convaincre d'essayer l'eurythmie, et aussi un mec passionné par Balandier, l'anthropologue. Je me demandais ce qu'il me voulait. La fille, je la soupçonnais de vouloir m'embarquer dans une secte ou je ne sais quoi. Un tel degré de conviction, c'était bizarre. Je sentais bien que c'était pas seulement leur objet d'étude, l'eurythmie et Balandier. Un passionné de tuning ou de timbre-poste ne fait pas peur, tandis qu'un passionné d'eurythmie ou de Balandier, oui. Heureusement, l'année d'après, je suis allé à la Sorbonne pour passer le concours, où il n'y avait rien de bizarre, et où personne n'a essayé de me convaincre de quoi que ce soit.
quand j'ai commencé à aller aux Beaux-Arts, il y a une bonne vingtaine d'années, il y avait aussi des étudiants d'un peu tous les âges, majoritairement jeunes et des vieux. Maintenant, ils ont quasi tous 18-19 ans à l'entrée. D'où qu'on peut facilement leur imposer le pointage des absences, ils n'ont jamais connu que ça. Et le badgeage. Tout est badgé maintenant dans ces écoles. Même pour aller pisser, il te faut un badge. L'un de ces porte-clés en plastique que tu passes sur un bitonio qui se met à clignoter en vert et alors là tu rentres. Des trucs de chambre d'hôtel. Sans doute que c'est à cause des attentats. Allumés qui rentrent dans l'école en hurlant Allahu Akbar, je vais vous fumer tas de mécréants. C'est d'ailleurs ce que pense une partie des Français. Que les étudiants en art sont des mécréants. Des gens qui pensent et font des choses incompréhensibles au détriment de la population laborieuse et qu'à tout prendre, il vaudrait mieux que ces gens-là n'existent pas. Mais la direction des écoles dit que c'est à cause des vols qu'on badge. Sauf que les voleurs, la plupart du temps, ce sont les étudiants eux-mêmes. Et que tous les étudiants se sont mis à voler ces dernières années pour une raison basique, c'est qu'ils n'ont pas de thunes. Alors attention! Il y a des étudiants en art qui ont des thunes, mais qui font style qu'ils n'en ont pas pour pas trop se distinguer de la moyenne. Tant qu'on est seul, sans môme, on peut vivre avec très peu par mois en volant dans les supermarchés. C'est bon à savoir. J'ai pas fait d'études métriques, prosodiques de la totalité du chant, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des moments donnés où elle passe vers le vers de 14 syllabes. En jouant avec les alexandrins, c'est impossible à lire. Hein. Je veux dire, même sur les vers que j'avais bien identifiés, dont j'avais identifié la structure métrique, il faut lire quand même de manière pas trop bizarre. Mais en fait, je pense qu'il faudrait le lire de manière bizarre. Il faudrait presque se noter et le lire comme une partition musicale. C'est comme ça qu'un hamster à l'école doit être lu aussi. Il doit être lu comme un livre sur l'école, comme un livre sur la perception de l'école par Nathalie Quintane. Et ça n'est pas rien, hein, Nathalie Quintane qui parle de l'école. Mais ça doit aussi être lu vraiment comme un poème. Et comme un poème avec tout ce que ça a de dérangeant, de la manière dont ça dérange la langue. C'est quand même, ça ne s'arrange pas avec la langue. Ça vient de déranger la langue. Bon, peu importe. Un hamster à l'école, j'espère ne pas vous avoir découragé de le lire. Mais voilà, je vous rassure, ça peut aussi se lire comme juste un énième livre sur l'école. Sauf qu'avec Nathalie Quintane, c'est pas énième non plus. Bon, peu importe. Allez, à la prochaine. Ça dure plus d'1 heure, c'est pas bien.